Chers téléspectateurs de Canal Éducation, nous voici encore ensemble dans notre émission Feuille d'Histoire. Feuille d'Histoire a aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Mamadou Fall, quelqu'un qu'on ne présente plus. En fait, Mamadou Fall est professeur titulaire des universités. Il est actuellement le coordonnateur de l'Histoire générale du Sénégal. Dans le cadre du comité de la commémoration de Thiaroye 44, et le président de la sous-commission chargée des données et traitements. Ça, donc, c'est une commission alors dédiée aux historiens. M. Fall aussi a été pendant longtemps le directeur de l'Institut Confucius de l'Université Cheikh Anta Diop, qu'il a dirigé pendant 6 ans. Il a eu même l'occasion d'introduire la formation professionnelle. Entre autres casquettes, il fut aussi le conseiller directeur de l'Université Cheikh Anta Diop, chargé des arts, de la culture et du sport. M. Fall est également membre dans plusieurs organisations internationales. M. Fall, pour le nommer, est aussi délégué de 3 quartiers au niveau de Ouakam, là où il habite. Bonjour M. Fall. Bonjour M. Bey. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau d'entretien. Alors, la question inévitable qu'on va poser est de savoir, mais à quoi sert l'histoire? Quel est son objet et son but? Merci. Je pense que c'est un bonheur pour un historien d'entendre au détour d'une conversation ce type de questions qui, quand même, qui interroge une discipline à laquelle je me suis consacré, disons, pendant au moins, disons, le 40 ans. L'histoire, pour reprendre une formule de Marc Bloch, c'est la mère des sciences. Il se trouve qu'on ne lui donne pas très souvent l'importance qu'on doit à cette discipline. Et pourtant, c'est la clé pour avoir une bonne intelligence de l'évolution des sociétés. Non seulement de l'évolution des sociétés, mais de l'identité des sociétés. Moi, je suis tenté, et je le répète souvent à mes étudiants, je pense que beaucoup des mots que nous dénonçons dans nos sociétés, l'extraversion de nos sociétés, l'assimilation de nos élites, leur extraversion, le manque d'attachement et de loyauté citoyenne, tous ces grands mots que nous dénonçons au quotidien procèdent de ce que je pourrais appeler un déficit d'histoire. C'est parce que les gens ne connaissent pas leur histoire, c'est parce que les gens ne se situent pas dans le monde, dans la trajectoire du monde, c'est parce que les gens ne se connaissent pas qu'ils en arrivent à engager ces dérives qui finalement les mènent, par exemple pour le cas de notre jeunesse, vers ces navires du désespoir qui les mènent en Europe dans des barques à travers l'Atlantique où ils perdent souvent leur vie. C'est un déficit d'histoire tout cela. L'histoire, c'est la mère des sciences. L'histoire, c'est la discipline qui relie les morts et les vivants. Mais l'histoire aussi, c'est ce qui permet à une société de se retrouver en l'endroit pour engager les défis de l'avenir. Une société qui n'est pas assise sur son histoire ne peut pas engager de manière correcte et, disons, de manière correcte et définitive son propre avenir. Parce que je pense que, par exemple, les élites qui, pendant des années, voire des décennies, ont occupé les rênes du pouvoir, le fait de s'être inféodés à des pouvoirs étrangers, le fait de n'avoir pas conscience de véritablement bâtir une nation et d'engager les énergies collectives de cette nation pour des enjeux fondamentaux, je pense que c'est parce que ces élites ignoraient leur histoire. Ils se sentaient obligés de suivre la trajectoire de l'Europe, ils se sentaient obligés de suivre des injonctions venues de l'extérieur parce qu'ils ne savaient pas, elles ne savaient pas, ces élites, la longue histoire sur laquelle elles étaient assises. Elles ne connaissaient pas le continuum de leur histoire. Elles en étaient arrivées même à oublier que c'est en Afrique qu'on a inventé l'humanité.
beaucoup de personnes, et pourtant Cheikh Anta Diop est passé par là, Cheikh Anta Diop a démontré que l'humanité a commencé en Afrique, les grandes civilisations ont commencé en Afrique, l'homme a connu sa maturité et sa fulgurance à partir du continent africain. Et je crois que quelqu'un qui est conscient de tous ces faits, de tout cet héritage, il ne peut souffrir d'aucun complexe face à un Européen et il doit se sentir très fier lorsqu'il s'agit de son pays, lorsqu'il s'agit de sa nation. Vous savez, en Chine, on enseigne une discipline qu'on appelle la confiance culturelle. C'est une discipline qui est enseignée pratiquement à tous les Chinois. Et je crois que c'est peut-être l'une des clés de la réussite des Chinois. Prenez n'importe quel Chinois, il se sent attaché par rapport à son terroir, par rapport à son village, par rapport à sa culture, par rapport à son pays. Et il est prêt à mourir pour son pays. Oui, je crois que c'est la raison pour laquelle le professeur Cheikh Anta Diop disait que pour bâtir un corps social en Afrique, il fallait alors retourner à nos humanités nibio-égyptiennes. Exactement. Je crois que donc ça vient confirmer, n'est-ce pas, cette nécessité, n'est-ce pas, d'avoir cette connaissance, n'est-ce pas, de notre passé. Très bien. Mais quels sont les véritables obstacles de la recherche historique en Afrique, notamment au Sénégal? Les véritables obstacles, pour moi, sont des obstacles d'ordre épistémologique. C'est-à-dire que, évidemment, on a de longues traditions historiques, on a de grandes écoles historiographiques. Vous avez certainement entendu parler de l'école de Dakar. Mais je crois savoir que, pourquoi je dis que c'est un problème épistémologique. Les gens n'ont pas de relation, j'allais dire, sympathique avec leur histoire parce qu'ils ne connaissent pas cette histoire. Surtout quand il s'agit d'une histoire qui, dans sa manière d'être présentée, dans son corpus, dans ses sources, dans ses méthodes, pour l'essentiel, c'est une histoire scénarisée du dehors. Regardez un peu. Lorsqu'on parle de l'histoire africaine, au lieu de nous référer à la lecture propre des Africains par rapport à leur passé, on aura tendance à reprendre la lecture des autres sur nous-mêmes. Ce qui fait que nous ne sommes pas des acteurs de notre histoire, on devient un objet d'histoire. Je crois que le grand déficit, le grand problème, le grand challenge, c'est comment amener les Africains à prendre en charge eux-mêmes leurs Africains, leur histoire pour pouvoir engager leur destin en toute confiance. La confiance culturelle, c'est le grand produit, c'est la grande résultante d'une bonne maîtrise de son histoire. C'est pourquoi l'histoire, quand même, c'est un enjeu majeur. Oui, mais comment, par exemple, concrètement, on peut y arriver? Bon, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis tenté de dire, suivez le programme que l'Histoire générale du Sénégal a dessiné. L'Histoire générale du Sénégal est le parfait exemple d'une méthodologie avec laquelle on peut non seulement amener les Sénégalais à aimer leur histoire, mais à en avoir une bonne intelligibilité pour pouvoir s'assumer en tant que citoyen du Sénégal, mais aussi en tant que citoyen du monde. Mais très bien, je crois que si vous voulez bien, nous terminerons notre entretien avec, n'est-ce pas, cet aspect de l'écriture de l'histoire générale du Sénégal. Récemment, vous vous êtes déplacé en France. Ce déplacement pose-t-il en fait l'épineuse question de la recherche historique en Afrique, ou bien il y a ici une difficulté à mobiliser des sources, notamment les sources liées aux archives? Pourquoi ce déplacement? Non, en fait, ce déplacement, je pense que cela se justifiait mais en rapport avec une question précise, qui était la question de Thiaroye. Et je crois que je vais revenir sur cette question pour montrer en quoi la commémoration du massacre de Thiaroye a été un enjeu historiographique. C'est un enjeu politique certainement, mais c'est aussi un enjeu historiographique. Je vais certainement revenir là-dessus. Mais pour répondre directement à votre question, on ne peut pas dire que nous avons de gros problèmes pour former des historiens, parce que chaque année, on en forme pratiquement des milliers. On ne peut pas dire que l'histoire n'a pas les moyens de son déploiement et de son enseignement. Mais le problème, je pense,
en plus de la question épistémologique, c'est que l'enseignement de l'histoire est l'héritage d'un enseignement colonial, fondé sur une bibliothèque coloniale. Et cette bibliothèque coloniale a une prégnance dans les esprits qui fait que les gens n'ont pas une vision de l'intérieur de leur histoire, mais c'est une vision de l'extérieur de leur histoire qui souvent leur a été enseignée. Maintenant, l'enjeu, c'est de renverser cette perspective. Au lieu que l'histoire soit quelque chose vu du dehors, que ce soit une lecture du dedans. Et c'est la démarche que l'Histoire générale du Sénégal a adoptée. Et c'est la démarche qui de plus en plus se développe dans nos universités. On a des universités, par exemple, où pendant longtemps, on mettait le focus sur l'histoire de la Grèce, sur l'histoire de Rome, sans donner à notre auditoire et à nos étudiants les moyens d'accéder à l'histoire première de l'humanité avec son héritage méroïtique, avec son héritage égyptien, avec son héritage du Zimbabwe, tous les moments décisifs de l'histoire de l'humanité qui ont commencé en Afrique et que les gens ignorent. Il y a un déficit d'histoire parce que les gens ignorent leur histoire. Pourquoi ? Je pense que l'assimilation a été pour quelque chose dans cette situation. Je pense que l'extraversion a été pour quelque chose, mais il y a aussi un choix politique qui a été le fait des élites antérieures qui, tout en proclamant l'attachement à la négritude, aux civilisations noires, arrimaient l'enseignement aux humanités grecques et romaines. Et je pense que fondamentalement, c'est de là que le mal est venu. Et on a attendu trop longtemps pour renverser la perspective. On a attendu trop longtemps pour développer une lecture de l'intérieur de notre histoire. Sinon, c'est la raison probablement pour laquelle vous dénoncez que les archives de l'administration coloniale alors ne permettent pas de changer d'échelle pour permettre de produire un narratif qui soit national et africain. C'est sans doute cela. Certainement, parce qu'en fait, je pense que les archives administratives, les archives coloniales, on ne peut pas attendre d'elles qu'elles nous donnent la clé de notre histoire. Parce que ce sont des archives qui ont été produites pour rendre compte du fonctionnement d'une administration coloniale, qui est une administration centralisée, qui est une administration répressive, qui est une administration de domination. Donc, toute l'administration française produisait un narratif qui servait les desseins de l'administration coloniale. Donc, ce sont des archives qui, avec une lecture au premier degré, ne permet jamais une bonne intelligibilité de notre passé. Parce que dans le champ de l'administration coloniale, nous étions sur des positions subalternes, sur des positions de pays et de peuples dominés. Et toutes les archives, toute la documentation de la bibliothèque coloniale exprimait cette relation verticale jacobine du ministère des colonies au commandant de cercle. Les populations étaient des populations subalternes. Et la nomenclature, les textes, les archives, les documents, tout cela rendait compte de cette hiérarchie verticale qui met les Européens en haut et les populations en bas. L'archive reflète cela de manière insidieuse. Donc on ne peut pas prendre les archives au premier degré et les reproduire comme étant une lecture de notre passé. Ce sont des témoins, ce sont des éléments que nous pouvons utiliser pour avoir une bonne intelligibilité de notre passé. Mais les archives à elles toutes seules nous donnent la lecture des Européens sur nous et non notre lecture propre et notre intelligence propre sur notre histoire et l'évolution de nos sociétés. Et vous proposiez le problème des archives de Thiaroye. On avait besoin de compléter le narratif français. Je dis bien, les archives françaises, la mission vers la France servait à compléter le narratif français. Parce qu'il fallait bien en comprendre les détours et les subtilités pour voir quelles en étaient les limites. Et je crois que sur l'essentiel, nous avons atteint cet objectif. Alors donc ça veut dire que votre déplacement vous a permis de tomber sur des documents de première main
et éventuellement de seconde main. En fait, faites-nous un peu le récit de vos découvertes en France. On est rentré de France avec de nouvelles archives, avec des archives très intéressantes. Mais les archives que nous avons reçues, parce que je fais bien la nuance entre les archives que nous avons reçues et les archives que nous avons trouvées nous-mêmes. J'ai l'habitude de citer Joseph Kizerbo qui disait que quand on ne sait pas ce que l'on cherche, on ne comprend pas ce que l'on trouve. Nous, on savait bien ce dont on avait besoin pour avoir une bonne lecture de notre passé, pour avoir une bonne lecture des événements de Thiaroye. Mais les archives françaises répondaient à des questions que posaient les Français eux-mêmes. Et ce sont des questions qui se sont nouées dès 1944. Dès 1944, après le massacre, les Français se sont réunis pour dire « nous allons organiser l'oubli ». Ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas une boutade. Hein. Je l'ai tiré d'un rapport de l'inspecteur des colonies Louis Mérat, qui en février 1945 a terminé son rapport avec cette conclusion en disant que nous avons fait une gaffe, ce qui s'est passé est malheureux, mais la seule solution, c'est d'organiser dès maintenant l'oubli. Et c'est exactement ce qu'ils ont commencé à faire. Organiser l'oubli, ça voulait dire falsifier des documents. Organiser l'oubli, ça veut dire cacher des documents. Organiser l'oubli, c'était, ce qui est gravissime, c'est transformer les Sénégalais, les milliers de Sénégalais, en ombre, en fantômes. Des gens dont l'existence se résumait à un matricule. Mais jamais un nom, jamais un visage, jamais une culture, jamais une trajectoire. Donc ils ont réussi cet oubli. Ils ont réussi cet oubli. Et ils ne se sont pas arrêtés simplement dans l'organisation de l'oubli. Ils ont fait une mascarade pour, j'allais dire, même piéger les historiens. Parce qu'ils ont laissé des zones d'ombre exprès. Ils ont construit des nœuds à partir de fausses statistiques. Et beaucoup d'historiens se sont malheureusement engagés dans des voies qui, pour moi, étaient des voies sans issue. Parce qu'ils se sont échinés pendant de longues années, voire des décennies, à essayer de démêler les puzzles que les Français eux-mêmes avaient noués dans l'histoire de Thiaroye. C'est-à-dire faire en sorte que les gens s'échinent et s'époumonnent à trouver les bons chiffres, le nombre de morts, le nombre de... Ils l'ont organisé exprès. Et je vous assure que j'ai la preuve définitive de ce que je suis en train de vous dire là. J'ai la preuve définitive qu'il y a eu une mascarade statistique. Il y a eu un jeu construit pour dérouter les historiens. Je suis tombé tout à fait par hasard, et bon, souvent la chance quand même est importante pour un chercheur. Tout à fait par hasard, je suis tombé sur un tableau qui a été dressé par le général Dagnan le 14 mai 1946, c'est-à-dire 2 ans après le massacre de Thiaroye. Et il a réussi ce tour de force de construire un environnement statistique dans lequel, de tous les tirailleurs, il ne restait que des Sénégalais et des Soudanais. Il a effacé de l'environnement statistique les Voltaïques, les Ivoiriens, les Béninois, etc. Tous les autres peuples. Et là, c'était évident, parce que on sait que les statistiques coloniales elles-mêmes, c'est discutable, mais dans tous les cas, c'est établi que le 21 novembre 1944, le bateau Le Circassia aurait débarqué au port de Dakar entre 1280 et 1300 prisonniers de guerre. Donc prisonniers qu'on appelle les tirailleurs sénégalais. Ce sont leurs propres statistiques qui disent cela. Mais dans le tableau du général Dagnan, auquel je faisais référence tout à l'heure, il est dit que au lendemain de la tuerie,
pour le mois de décembre, sur le sol de la division des isolés coloniaux de Thiaroye, il ne restait que 400 Sénégalais et 673 Soudanais. Si vous faites le total, vous en êtes à 1073. Donc vous voyez bien que les archives elles-mêmes traduisent une mascarade, une volonté de dérouter le lecteur et, disons, de l'engager dans des fausses pistes. Absolument. Parce que si une même archive coloniale parle de 1300 débarqués du Circassia et que l'on retrouve les mêmes statistiques officielles, vous parlez de 1073, et dans la comptabilité des morts, on nous parle de 44 morts, vous voyez bien que les statistiques elles-mêmes se contredisent. Absolument. Donc, d'après les statistiques coloniales, on a au moins un gap de 227 tirailleurs qu'on ne retrouve pas, qu'on ne retrouve nulle part. Parce qu'il s'était contenté de dire que, bon, il y a eu 24 morts le premier jour, ensuite il y a eu un mort, ce qui fait 25, 11 morts des suites des blessures, hein? Ensuite 6 qu'on a retrouvés après, ce qui fait un total de 44, et toute la statistique coloniale se limitait à cela. Et là, donc, vous donnez raison à Elie Wiesel qui dit « Le bourreau tue 2 fois, la seconde par l'oubli ». Et on était dans une bonne lancée avec ce que vous avez découvert en France. Est-ce que vous pouvez y revenir? Non, mais justement, parce que moi je pense que le grand enjeu de la commémoration, c'était sortir, j'hésite à dire les tirailleurs, mais sortir les soldats, les milliers de soldats de l'oubli. C'est ça l'enjeu. Et c'est en cela que pour nous, ça a été un événement historiographique majeur. Parce que avoir l'occasion pour un historien de construire un contre-narratif, de construire un contre-récit par rapport à une chape de plomb qui s'est maintenue pendant 8 décennies, c'est un challenge formidable. Et je pense que les autorités du Sénégal nous ont offert cette opportunité sur un plateau d'argent. Parce qu'effectivement, il faut les sortir de l'oubli. Mais comment les sortir de l'oubli? Parce que les gens oublient que si on se limite au narratif français, on parlera d'une guerre européenne, on parlera d'une hiérarchie militaire française, on parlera de soldats français, d'officiers français, mais on ne parlera jamais des Africains, sinon à partir d'une posture subalterne, à partir d'une posture marginale. Alors que ces gens-là étaient des acteurs de la guerre. Ces gens-là venaient de pays, ils venaient de cultures, ils venaient de nations établies. Ils avaient une destinée, ils avaient une trajectoire. Et tout le narratif français fait l'impasse sur la réalité du vécu et de la vie des Africains. Donc ce n'est pas un bon narratif. Un historien qui se contente simplement des archives françaises se limite à considérer les Africains comme étant des accessoires par rapport à une histoire dont ils étaient des acteurs majeurs. Parce qu'ils étaient des acteurs majeurs. Ils ont été recrutés dans des conditions inimaginables. Ils ont été mobilisés, transportés. Ils ont participé à la guerre. Ils ont payé le prix du sang. Ils ont été, disons, maltraités. On les a embarqués, on les a humiliés, on les a dénudés, on les a dépossédés de leur dignité, de leur grade. Mais tout cela, il faut en rendre compte. De tout cela, il faut parler. Et c'est le travail de l'historien. Et les archives françaises ne nous permettaient pas cela. Parce que dans les archives françaises, les militaires étaient juste des matricules. Juste des matricules. On ne voyait pas leur nom, on ne savait pas qui était qui. Même les morts, on ne les connaissait pas. Donc c'est l'anonymat total. L'anonymat total. Donc vous avez raison de parler d'une seconde mort. Absolument. Hein? L'oubli a été systématiquement construit. Absolument. Oui, est-il vrai aussi souvent que pour le cas de Thiaroye, le travail d'orfèvre des historiens africains aussi n'était pas mené comme cela se devait, quoi?
Partagez-vous aussi souvent cette idée? Bon, j'ai beaucoup de respect. Bon, vous posez une excellente question. J'ai beaucoup de respect pour mes collègues et pour les maîtres qui m'ont formé, parce que quand même. Mais je crois que vous touchez du doigt une des questions fondamentales. Moi, j'ai l'intime conviction que beaucoup de nos amis historiens, en toute bonne foi, mais vraiment en toute bonne foi, parce qu'ils avaient cet attachement et cette révération pour l'archive, ils ont pensé que les sources d'archives étaient les seules sources possibles pour écrire une bonne histoire de Thiaroye. Et ils l'ont fait et ils l'ont admirablement fait. Mais je vais vous dire, je peux vous donner un texte écrit par le gouverneur général Kournari en 1944, 2 jours après l'événement de Thiaroye. Si vous prenez la trame de ce texte qui décrit ce qui s'est passé, et la trame peut se résumer en 2 mots. Des prisonniers sénégalais, africains disons, indisciplinés, sont revenus de France, ont eu des revendications exagérées, ils ont attaqué des officiers, ils auraient attaqué des officiers et on les a réprimés. C'est ça le narratif que l'on retrouve. Et je vais vous dire une chose, à quelques nuances près, c'est ce narratif qui va être reproduit dans beaucoup de textes, dans beaucoup de livres, dans beaucoup de publications. Parce que les gens étaient restés prisonniers de ce narratif. Parce qu'en fait, c'est la seule, à partir des sources classiques, des sources européennes, c'est la seule perspective qui semblait s'offrir. Vous allez aux archives, vous avez entendu parler des archives que Hollande a livrées au Sénégal. C'est des milliers et des milliers de pages. Des milliers et des milliers de pages pour servir exactement le seul et unique narratif français. Et beaucoup d'historiens se sont engagés à reproduire cela. Il y a quelques nuances, il y a quelques intuitions que certains ont pu développer. Mais fondamentalement, tant qu'on restait dans les limites, dans les fourches, dans la camisole de force des archives françaises, il y a des pans entiers de l'histoire de Thiaroye qu'on n'aurait jamais pu découvrir. Je vous donne l'exemple simplement de notre voyage en France. Quand nous sommes arrivés, on nous avait préparé un bon paquet d'archives, de très belles archives. Mais c'était des archives du narratif français, encore une fois. Et nous, on s'est dit, on leur a dit très poliment, vous êtes bien gentils de nous offrir, de nous donner ces archives, mais pour nous, ce n'est pas suffisant. Laissez-nous aller seuls chercher d'autres formes d'archives. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous sommes allés dans des sources d'archives en province, dans les communes. Et c'est là où on a, pour la première fois, retrouvé les Sénégalais dans leur vécu, les Sénégalais dans leur visage, avec leur nom, avec leur héritage, avec leur trajectoire. Et c'est la même chose même pour les morts. Quand nous sommes arrivés, on nous a présenté une chemise avec des actes de décès. Bon, ces actes de décès étaient relatifs au décès qui était annoncé dès le premier jour. Hein. Les 24 plus 1, plus 11, plus 6, Ah oui? 44. C'est ce qu'on nous a livré ça. En France? En France, quand nous sommes arrivés. On nous a livré ça dans une chemise. Et l'idée, c'était de prendre la chemise et de nous en aller. Parce qu'ils avaient prévu des manifestations et même un déjeuner, etc. Mais nous, on a dit merci. On a posé le dossier et on leur a demandé de nous donner les autres registres. Et lorsque nous avons regardé dans ces registres, on a vu que l'échelle du nombre de morts est passée de la dizaine à la centaine. Nous-mêmes, en une journée de travail, on a pu trouver 88 actes de décès de tirailleurs. Liés au massacre de Thiaroye. Exactement. Exactement. C'est super comme moisson. Mais ça veut dire que tant qu'on restera discipliné à l'intérieur du corpus, nomenclaturé, organisé par les services d'archives, on aura une meilleure intelligibilité du narratif français dans ses moindres détails, mais on n'aura pas une claire vision, une claire lecture, une claire perspective
de la véritable nature de l'histoire de Thiaroye. Et ça, bon, je n'étais pas seul. Nous étions au nombre de 6 et nous avions tous en tête cette nécessité-là. Contourner la camisole de force du narratif français pour inventer notre propre narratif, pour faire notre propre commentaire, développer notre propre intelligibilité de ce phénomène. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons eu l'impression que pendant 8 décennies, on a enfermé la problématique de Thiaroye sur des questions, j'allais dire mineures. Hein. C'est vrai que c'est important pour un massacre, mais dès l'instant qu'il est établi qu'il s'agit d'un massacre, dès l'instant qu'il est établi que sur des soldats sont passés des chars et des fusils mitraillettes, bon, le bon sens faisait le reste. Il s'agissait bien d'un massacre. Ce sont les conditions du massacre. Mais maintenant, l'ampleur, le détail, je pense que c'était nécessaire, mais il est temps de dépasser ce stade où il n'est plus question de pinailler sur les détails, de savoir exactement quel est le nombre, parce que ça va encore nous prendre beaucoup de temps, alors que nous avons la possibilité, à partir des listes nominatives qui désormais sont à notre portée, nous avons la possibilité maintenant, et seulement maintenant, de faire l'histoire de Thiaroye. Parce que l'histoire de Thiaroye, il faut le rappeler, ce n'est pas simplement un appendice d'une histoire européenne, parce que je le regrette, hein, parce que je sais que beaucoup de mes collègues ne vont pas être d'accord avec cette lecture. Mais moi, je pense que le distinguo que nous faisons entre une première guerre mondiale et une seconde guerre mondiale, c'est une habitude que nous avons prise à partir du narratif français. Parce que c'était leur guerre. C'était des guerres européennes. Ils nous ont impliqués dans leur guerre. Mais ils nous ont trouvés dans notre pays, dans nos villages, dans nos traditions, dans notre culture, dans notre manière de vivre, qu'ils ont cherché à bouleverser. Pour faire l'histoire de Thiaroye, il faut revenir au village. En Afrique, au terroir. Absolument. Absolument. Mais toujours dans cette quête de sources de vérité, vous n'avez pas d'autres sources liées en fait, aux sources américaines, britanniques, toujours sur cette question. Exactement. Mais avant d'en arriver à ces sources-là, il y a une source majeure qu'on oublie. Je disais tout à l'heure que nos tirailleurs n'étaient pas de simples matricules. C'était des hommes, avec leur vécu, avec leur trajectoire. Mais il y a une manière d'écrire l'histoire à partir des récits de vie. Vous isolez chaque tirailleur, vous en faites un Africain, et vous refaites son histoire, à partir de son village, à partir de sa trajectoire sur les théâtres d'opération, à partir de son retour, et le destin, est-il mort, est-il revenu, qu'est-ce qu'il est devenu? On fait l'histoire individuelle de chaque tirailleur. On en a les moyens. Absolument. Et c'est par cela que nous allons arriver, c'est par ce biais que nous allons arriver à avoir les chiffres définitifs pour savoir combien de morts il y a eu à Thiaroye, pour savoir combien de Sénégalais ont été embarqués sur le Circassia le 5 novembre 1944. Il faut refaire à partir des itinéraires, à partir des récits de vie, toute la trajectoire de ces Sénégalais-là. On en a les moyens. C'est une question de recherche. Ok, très bien. Maintenant, les autres sources. Voilà, justement. Alors, les sources sont... on est en train de préparer un livre blanc. Et le premier de ces chapitres sur le livre blanc sera certainement de faire la cartographie des sources. Cela veut dire établir partout, j'allais dire tous les lieux à partir desquels on peut identifier des sources qui parlent de l'histoire du Sénégal, de l'histoire des tirailleurs. Et ces sources sont multiples. Les tirailleurs, ils étaient là, ils étaient embarqués dans des bateaux, ils étaient parqués dans des campements, ils avaient des relations avec les populations. Partout où ils sont passés, ils ont laissé des traces. Ces traces-là, il faut les retrouver à travers la mémoire, à travers l'iconographie, à travers les vestiges, hein, à travers la tradition, comment la tradition de nos pays rend compte de l'histoire de ces tirailleurs. Et c'est une histoire beaucoup plus succulente, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus vivante
que l'aridité que l'on retrouve, par exemple, Dans à travers des chiffres des archives. Les archives parlent, mais parlent d'un point de vue administratif, avec une hiérarchie monolithique, de haut en bas, qui ne laisse de place à aucune distanciation entre le colonisé et le colon. Le colonisé a une histoire. Absolument. Mais justement, donc, sous ce rapport, donc les polémiques, les controverses que vous appelez un peu l'arithmétique macabre, belliqueuse et j'en passe, sont-elles désormais donc définitivement dissipées avec vos découvertes? En passe d'être dissipées, décidément, définitivement. En passe d'être... Bon, c'est pas encore... On n'a pas tout épuisé, parce que quand même, on a fait juste 10 jours en France. Et je dois dire aussi que, parlant des archives du Sénégal, nous sommes assis sur une mine d'or. Ah oui? Ah oui. Les archives du Sénégal, là, Oui. c'est une mine d'or. Mais une mine d'or non exploitée. Une mine... Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on n'a plus besoin. Parce que vous savez, hein, la plupart des archives que nous sommes allés retrouver en France sont des copies d'archives qui existaient ici. Absolument. Bon, évidemment, ils ont été retravaillés, et souvent ils l'ont reformaté. Mais nous avons ici des fonds d'archives qui, pour l'essentiel, je n'ose pas dire n'ont jamais été consultés, mais en tout cas très peu consultés. Et je suis même tenté de dire, non, je suis quelqu'un de très prudent quand je fais une affirmation, mais moi, comment pouvez-vous expliquer, par exemple, le gouverneur général Kournari, qui était le personnage principal de ce drame, hein, il a laissé dans les fonds de Dakar des paquets, je crois que c'est au moins 4 lots de documents. Comment pouvez-vous expliquer que lorsque j'ai demandé à accéder à ces documents-là, que je retrouve des boules de cellulose, c'est-à-dire des textes compacts, collés, donc de feuilles qui n'ont jamais été pratiquement ouvertes? Absolument. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, bon, on a d'excellents archivistes, hein, parce que quand même, bon... il y a M. Salou Manga qui a fait un travail remarquable. Salou Mbaye, Mahon, qui en assure l'intérim actuellement. Ils sont excellents. Mais bon, d'abord, il y a un problème de moyens pour ces archives-là. D'abord, le premier des problèmes, c'est leur, comment dirais-je, leur magasinage, leur stockage. Hein? Vous savez où se trouvent les archives nationales maintenant? Je crois que c'est près de... C'est au 4C. 4C, oui. Non, j'y étais. Dans un supermarché. Donc, il y a un problème de sauvegarde, il y a un problème de stockage, mais il y a aussi un problème de diffusion de ces archives-là. Parce que moi, je le dis tout de suite, j'ai d'excellents collègues, mais je suis sûr qu'ils n'ont pas pu accéder à ces archives, non pas par paresse, mais parce qu'ils n'en connaissaient pas l'existence. L'existence, naturellement. Ils n'en connaissent parce que les archives, il faut les répertorier, il faut les numériser. Bon, ce travail-là est à faire. Absolument. Je crois que le professeur Salou Mbaye a fait un excellent travail à ce niveau. Du point de vue des... Oui, exactement. Parce que, Mbaye, il a été... véritablement, ça, on le voit. Mais est-ce qu'on ne serait pas aussi tenté de revenir un peu sur une question d'actualité? Parce que l'appellation de tirailleur a été quand même a suscité une polémique. Ne faudrait-il pas reconsidérer, à l'aune de tout ce qu'ils ont fait, en tout cas pour l'avènement du monde libre, alors un traitement meilleur que peut-être essayer de les jeter alors en pâture? C'est une excellente question. Moi, j'en discute souvent. Et à un moment, j'avais suggéré que l'on change de lexique. Parce que quand même, encore une fois, ce qu'on oublie dans cette histoire, c'est que nous sommes en face de soldats. Parce que l'expression tirailleur, bon, moi j'ai des collègues qui vont vous expliquer que le tirailleur a un statut bien en vue et important dans la hiérarchie militaire. Mais dans l'optique du narratif français, le tirailleur avait un statut subalterne. Exactement. Et je pense qu'il y a un oubli. La nomenclature, le vocabulaire, le lexique n'est pas le lexique approprié. Regardez. Et c'est un clin d'œil peut-être que je peux faire par rapport à un débat qui a, disons, défrayé la chronique il y a une semaine. Récemment. Récemment, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais lorsqu'on
isole le tirailleur à partir d'une simple séquence. Qu'on le considère comme un subalterne, mais on oublie des pans entiers de la trajectoire de ce soldat. De son recrutement. Et regardez un peu les séquences à travers lesquelles les tirailleurs sont passés. Depuis la Première Guerre mondiale, même au-delà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des gens qui, au départ, étaient sortis de la servilité. Ils se sont engagés comme soldats parce qu'ils cherchaient un métier devant une puissance coloniale qui avait un pouvoir de contrôle et de soumission extraordinaire sur ces personnes-là. On les a menés un peu partout dans les différents théâtres d'opération au Sénégal, en Afrique. Ils se sont engagés pour la guerre où ils ont fait preuve de grande bravoure. Vraiment, on vous a raconté, Morneau par exemple vous racontera la bataille des Dardanelles et le rôle des Sénégalais dans ces batailles-là. On vous parlera du débarquement de Toulon. Donc ils ont eu ces grands moments d'héroïsme et de bravoure. Certains d'entre eux se sont transformés en résistants. Et pour boucler la boucle, ils ont osé faire face à l'armada coloniale à Thiaroye. Et ils ont été tués. Regardez ce cheminement d'esclaves, spahis, engagés dans les guerres, résistants, héros durant la guerre. Et on ne retiendra qu'un épisode marginal de leur trajectoire pour les qualifier de traîtres. Vous voyez un peu comment, lorsqu'on ignore la lecture du dedans de l'histoire, comment on peut tomber sur des appellations qui ne traduisent pas en réalité. Mais justement, c'est la raison pour laquelle certainement les historiens privilégient justement l'approche holistique. Exactement. Pour une meilleure compréhension, parce que l'histoire aussi se lit à travers un contenu historique dans la durée. Mais c'est la seule façon de lire le passé. Le passé, vous savez, quand on dit vous faites de l'histoire, les gens pensent que l'histoire c'est une succession d'événements. Mais l'histoire c'est un continuum qui peut prendre des millénaires, à partir duquel un peuple, une communauté se construit. Et la communauté se construit à partir de ces structures de longue durée, à partir de ces ressorts propres, à partir de ces dynamiques propres, à partir des contextes qu'elle a pu négocier, à partir des personnages majeurs qu'elle a pu générer. Mais c'est tout cela dont doit rendre compte l'histoire. Mais lorsqu'on isole un événement particulier, on singularise un événement particulier, on oublie toute la lame de fond qui a porté l'événement et qui lui donne un sens. Thiaroye n'a de sens que par rapport à une histoire, qui est l'histoire d'une résistance féroce face à une récurrente violence coloniale. C'est ça, Thiaroye. Très bien. Justement, ça nous permet d'ailleurs de peut-être aborder cette question du massacre. Parce que il est vrai que quand on entend le mot massacre, d'ailleurs qui est abondamment utilisé dans les événements de Thiaroye, est-ce que cela postule simplement ce que vous appelez d'ailleurs une récurrence spatialisée dans l'empire colonial français? Mais c'est très clair, c'est très clair. Thiaroye, quel que puisse être du reste le nombre de morts, parce que on en est actuellement autour de 200 et on n'a pas encore fini le décompte. Certainement, les chiffres vont évoluer. Mais il y a eu des massacres dans l'histoire coloniale où on a massacré des peuples entiers. Absolument. Et les gens oublient une autre dimension de la violence coloniale. La violence coloniale ne se mesure pas en termes de mort. La violence coloniale, c'est toute la dégradation des communautés dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur environnement. La violence coloniale est comptable de tout cela. Les villages détruits par Faidherbe, par exemple. Les personnes qui ont été tuées, les conséquences, les traumatisés
Il y a eu beaucoup, par exemple, on parle de la guerre, mais on ne parle pas des traumatisés de la guerre. Vous parlez tout à l'heure de la guerre d'Indochine, mais cette guerre est marquée, ponctuée par un retour de plusieurs personnes qui ont été traumatisées. Les blessures, les fractures dans les familles, dans les villages, dans les communautés. Mais tout cela fait partie de la violence coloniale. Et toute l'histoire coloniale est parsemée de ces moments-là. Et il faut en rendre compte. C'est vrai que Thiaroye est, j'allais dire, Thiaroye encapsule tout cela. Thiaroye est une symbolique forte. C'est pour ces séances-là que Thiaroye est important. Thiaroye aussi a une autre importance. Thiaroye s'est déroulé à un moment où c'était encore l'Afrique qui était en jeu. Thiaroye, c'est un moment africain. Parce que les gens qui sont tombés à Thiaroye, bon, pour certains, on n'en connaît pas l'identité, mais on sait qu'ils étaient tous africains. Ils n'étaient pas sénégalais, béninois, de manière séparée, mais ils étaient d'abord africains. Il y avait une identité africaine qui s'est forgée à Thiaroye. Et c'est en cela que Thiaroye, quand même, est un ressort du panafricanisme. Parce que ces gens-là étaient d'abord et d'emblée africains, mais ils faisaient face au pouvoir impérial. Donc, leur revendication était une revendication directement anti-impérialiste, directement anticoloniale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si on veut dater la rupture entre le fait colonial et l'émergence, disons, d'une société plus libre, plus indépendante, le marqueur, c'est Thiaroye. Essayez de faire la comparaison entre les élites de Thiaroye, les élites militaires, j'allais dire les soldats de Thiaroye, et les élites qui vont être formées, qui vont émerger à partir des années 50. Ce sont ces élites qui ont capturé l'élan libérateur que les soldats de Thiaroye avaient enclenché. Ils l'ont capturé et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont installé un système de prédation, un système d'inféodation par rapport à l'ancienne métropole. Et je pense que, je suis persuadé que là aussi c'est une histoire à faire. Moi, je pense que la prochaine étude, comme nos autorités sont devenues très fortes pour nous trouver de bonnes problématiques, je pense que la prochaine bonne problématique, c'est la formation des élites au pouvoir. Vous savez, beaucoup des questions que nous nous posons actuellement par rapport aux dérives autoritaires, par rapport à l'inféodation, par rapport à la France, pour la nommer, c'est quelque chose qui a été préparé dès le départ. Et moi, j'en ai eu, bon, j'aime pas parler de moi-même, mais j'en ai eu la preuve définitive, à partir justement d'archives françaises sur lesquelles je suis tombé tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard, je suis tombé, c'était en 92 déjà, je suis tombé sur des fonds d'archives qui rendaient compte, disons, des conditions à partir desquelles on a créé nos élites au pouvoir. Les gens se sont dit, faisons gaffe, évitons ce qui s'est passé d'abord en 1917 en Russie, où les capitaux français ont été nationalisés. Évitons ce qui s'est passé à Dien Bien Phu. Parce que si nous ne prenons pas les devants, c'est une élite locale qui va se former et qui va exercer le pouvoir sans nous et contre nous. Je vous cite dans le texte des autorités françaises qui, dans les années 50, se sont réunies pour préparer nos indépendances. Nos indépendances ont été des indépendances préparées. Ça, il faut que les gens le sachent. On a préparé nos indépendances, on l'a organisé pour mettre en place une élite inféodée au pouvoir métropolitain. Une élite dont la responsabilité et la tâche est de perpétuer les intérêts de la métropole. Très bien. Donc, il est donc désormais possible de produire ce que nous appelons un peu un discours testimonial sur Thiaroye. Maintenant, il est possible. Ah bien exactement, parce que quand même, vous savez, c'est pourquoi je le répète souvent, ça a été un bonheur pour nous de participer à ce travail pour la commémoration, parce que ça nous donne l'occasion de produire un discours historique à l'endroit et non pas à l'envers. Parce que pour beaucoup, pendant longtemps,
on a produit un discours historique à l'envers. Ce discours nous venait des officines européennes. Ce discours nous venait des bateaux européens, des comptoirs européens, des villes européennes et même, dans une certaine mesure, des universités européennes. Et produire de l'histoire à l'endroit, c'est choisir nous-mêmes les sources à partir desquelles nous élaborons notre discours historique. Faire notre propre commentaire sur ces archives, sur ces sources. Et choisir toutes les sources possibles. On ne nous dictera pas la camisole de force des archives administratives françaises, qu'on a parcourues, dont on connaît les contours. Maintenant, utiliser nos traditions, utiliser les récits de vie, utiliser l'imaginaire des populations, utiliser le vécu. Rappeler que ces gens-là étaient venus de villages, partir dans ces villages-là pour retracer, reformuler, redessiner leur trajectoire et leur destinée. Et ça, c'est possible maintenant. C'est très possible. C'est possible maintenant. Mais quelle est donc la place de l'historiographie dans les événements de Thiaroye? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai voulu être très prudent. Je pense que dans Thiaroye, il y a eu une historiographie qui s'est imposée pendant des décennies sur la base de... Je ne veux pas être très méchant par rapport à des collègues que je respecte beaucoup, mais moi, le sentiment que j'ai eu en lisant ces dernières années, les productions de beaucoup de mes collègues français, je ne veux pas les nommer, c'est qu'ils ont enfermé l'histoire de Thiaroye dans une sorte d'enquête militaire et judiciaire. C'est important par rapport aux enjeux mémoriels. Mais pour l'historien, on avait besoin d'un recul beaucoup plus profond. On avait besoin de ressorts beaucoup plus profonds pour pouvoir comprendre les véritables enjeux de Thiaroye. L'enjeu de Thiaroye, ce n'est pas simplement un enjeu arithmétique. L'enjeu de Thiaroye, ce n'est pas uniquement un enjeu judiciaire. C'est vrai que l'enjeu judiciaire est important, l'enjeu arithmétique c'est important, ne serait-ce que si on doit un jour faire des réparations, c'est important. Mais l'enjeu historiographique se situe dans la nécessité pour nous d'établir notre propre cartographie des sources. La nécessité pour nous de définir notre propre champ historique. Parce que le champ historique qu'on nous a présenté, c'était le champ européen. Hein? Le théâtre des opérations, c'était en Europe. C'est piégé, quoi. Non, non, non. On décrit l'histoire de France où les tirailleurs ont été amenés, emportés. Mais nous, si on se réapproprie la perspective historique, nous devons définir notre propre cartographie des sources, notre propre champ historique et même notre propre chronologie. Parce que la chronologie européenne telle qu'elle se présente, c'est défini par l'Europe, la Première, la Seconde Guerre mondiale, et on appelle les Africains pour leur faire jouer des rôles subalternes. Mais notre chronologie à nous, c'est de partir de notre pays, de voir sur la base de quel ressort, de quelle fracture on a pu faire émerger de la servilité des membres de nos sociétés pour en faire des spahis, pour en faire des tirailleurs, et comment ils ont réussi à devenir des soldats. Parce que c'est ça l'histoire de Thiaroye. Des gens sont partis de la servilité et à force de combat, à force d'héroïsme, ils sont devenus soldats. Et ils ont imposé un narratif alternatif. C'est-à-dire un narratif qui pose directement la question de l'indépendance. Absolument. Parce que lorsque vous contestez le pouvoir colonial dans ses dérives, lorsque vous contestez le pouvoir colonial dans ses abus, vous faites directement de l'anticolonialisme. Très bien. Donc, est-il vrai que l'État-nation constitue aussi un obstacle pour bâtir un peu ce panthéon national? Et ensuite, est-il vrai aussi que notre pays souffre de lieux de mémoire et de souvenirs? Non, notre pays ne souffre pas du tout de lieux de mémoire, mais peut-être de lieux identifiés, répertoriés et valorisés.
Mais ce pays, encore une fois, c'est une mine d'or. Vous savez, bon, avec le temps, 40 ans, vous avez le temps. Chaque fois que vous lisez un texte, chaque fois que vous écoutez une tradition, ces textes, ces traditions renvoient à des lieux de mémoire. Ces lieux de mémoire-là, il faut les identifier. C'est la relation qu'il y a entre l'historiographie et la mémoire et le patrimoine. C'est-à-dire que dans nos textes historiques, les archives, les traditions orales, l'imaginaire, surtout l'imaginaire, hein, l'histoire des religions, tout cela comporte des éléments, des marqueurs, des lieux de mémoire, hein, qu'il faut identifier, répertorier et valoriser. C'est important. Oui, maintenant, la question sur l'État-nation qui serait un obstacle à la construction du Panthéon national, est-il vrai que ça pose un problème? Vous savez, c'est un débat que Cheikh Anta Diop avait posé dès les années 40, vers 45. Vers 45, il avait mis en garde. Il parlait pas, c'était pas l'État-nation, c'était l'État territorial. Il y a une nuance. Il dit que c'est maintenant qu'il nous faut basculer vers notre destin fédéral. Parce que si on ne le fait pas, nos États-là, nos États territoriaux-là, le mot qu'il a utilisé, allaient s'ossifier et ça deviendra trop tard. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La prophétie de Cheikh Anta s'est réalisée. Entre-temps, ces États se sont ossifiés, se sont consolidés. Chaque nation reste agrippée à sa souveraineté propre. Mais heureusement qu'il y a un vent de panafricanisme qui est en train de souffler. Il souffle violemment. Non. Et c'est ça le grand bonheur des gens de ma génération, de voir enfin souffler un vrai souffle, une lame de fond qui est en train d'embraser tout le continent vers un vrai panafricanisme. Parce que ce que je disais tout à l'heure de Cheikh Anta Diop, entre-temps, les États se sont ossifiés, se sont consolidés, dans le mauvais sens, avec des souverainetés factices. Absolument. Mais le bonheur, c'est que les États territoriaux ont été construits avec des territoires balkanisés, mais de plus en plus, ce qui est en train de se faire, on déterritorialise. Absolument. Toutes les initiatives développées par-ci, par la CEDEAO, UMOA et même l'AES, c'est une forme de sortir des territoires. Absolument. Parce qu'on se sent à l'étroit dans ces territoires. Le projet panafricaniste doit nécessairement dépasser... C'est le réveil africain. Exactement. Très bien. Maintenant, si on se résume, quels étaient les véritables grands enjeux de cette commémoration de 44? Bon, je pense que si je voulais utiliser un raccourci, l'enjeu principal, c'était un enjeu de mémoire face à l'oubli organisé depuis 8 décennies. Parce que les gens, je crois que nous-mêmes, on n'a pas bien communiqué là-dessus. Parce que moi, le rapport Mera, quand je l'ai lu, quand j'ai lu cette partie-là, cette phrase où Louis Mera dit qu'il nous faut construire l'oubli, je me dis, mais ces Français-là, ils savaient ce qu'ils voulaient faire et ils ont réussi. Parce que pendant 8 décennies, si je vous dis par exemple qu'en 1944, aucun journal n'a parlé de l'événement. C'est l'omerta totale. Aucune radio n'a parlé de l'événement. Ils ont interdit, ils se sont organisés pour que personne n'en parle. Les archives, on les a cachées. Hein? Les renseignements généraux étaient là à l'affût pour voir qui parle de Thiaroye, etc. Ah oui? Absolument. Il y a des rapports très détaillés sur tout cela. Et ils ont réussi cette omerta pendant 8 siècles. Bon, il y a des historiens, mais ces historiens, il y a 2 générations d'historiens. C'est en cela que je suis un peu réservé par rapport à l'orientation que l'historiographie a fini par prendre. On a 2 grands historiens. Je suis même tenté d'y ajouter un 3e sur l'histoire de Thiaroye. Nous avons Baïgué, nous avons Marianne Eckenberg, nous avons Samba Diop qui était là. La dernière fois. Parce que je cite ces 3 historiens-là, parce qu'ils avaient une bonne perspective historienne dès le départ. À partir des années 80, ils ont essayé de poser l'histoire de Thiaroye à l'endroit, en l'insérant dans le cadre de la lutte anticoloniale,
dans le cadre de l'affirmation d'une nouvelle élite de rupture par rapport à l'ordre colonial. C'est comme ça qu'ils avaient perçu Thiaroye dès le départ. Et c'est comme ça qu'ils l'ont étudié. Mais ce qui s'est passé par la suite, bon, il fallait le faire certainement, parce que, bon, on était en métropole, et il y avait ces enjeux judiciaires, il y avait aussi ces conflits statistiques, hein, combien de morts, etc., etc. Alors, je pense que si on avait suivi la ligne que traçaient Mbaye Gueye, Marianne Kemberg et les Samba Diop là, qui était une ligne historienne, une approche holistique de la question de Thiaroye, il y a beaucoup de zones d'ombre qu'on aurait levées. Et je vous dirais même plus. Je ne sais même pas si j'ai le droit de dire ça, mais il y a des archives que nous sommes allés trouver en France. Et pour nous, c'était une aubaine, hein? Vraiment, ces archives-là, par exemple les actes de décès, quand nous sommes tombés là-dessus, mais on était tellement contents. Les listes nominatives, mais on s'est dit, mais waouh, c'est extraordinaire. Mais je suis au regret de vous dire que nos archives du Sénégal, gardées pendant 8 décennies, des documents qui nous permettaient, dès le départ, de faire l'histoire de Thiaroye à l'endroit. C'est-à-dire avec une perspective d'historien qui prend les tirailleurs non pas comme des auxiliaires de l'armée française, mais comme des Africains qui se battent, qui survivent, qui font preuve d'héroïsme, qui transforment une vie, un statut servile ou un statut d'auxiliaire en un statut grandement héroïque. Absolument. C'est exactement ce qu'ils ont fait à Thiaroye. Et on pouvait faire l'histoire dès le départ. Bon, heureusement. Et c'est ça l'enjeu de cette commémoration. Cette commémoration nous permet de renouer avec cette tradition historiographique qui permet une bonne lecture. Une lecture holistique, une lecture globale, une lecture africaine. Des événements. Très bien. On ne peut pas s'en tenir avec vous sans aborder la question de l'écriture de l'histoire générale du Sénégal. Et quels sont ces grands enjeux, les grands objectifs, et aussi quels sont peut-être les problèmes auxquels vous êtes confrontés avant qu'on ne se sépare? Non, j'ai l'habitude de présenter l'histoire générale du Sénégal comme la plus grande entreprise intellectuelle de l'histoire du Sénégal. Parce que, de par ses objectifs, de par ses enjeux, de par les moyens qui ont été mobilisés, de par les ressources en personnel, parce que quand même c'est une histoire de toute une génération d'historiens, de par l'engagement quand même, dont par exemple quelqu'un comme Iba Der Thiam, c'est pour moi l'occasion de lui rendre hommage, vraiment, et tous nos grands maîtres qui ont participé quand même directement ou indirectement à cette entreprise. C'est un grand moment historiographique où il s'est agi encore une fois d'écrire notre histoire pour nous-mêmes et non pas à partir des œillères imposées par la bibliothèque coloniale. Parce que notre histoire, et c'est la raison pour laquelle les gens ne comprenaient pas notre histoire. Pour comprendre notre histoire, il fallait lire, disons, des archives françaises ou des auteurs français. Ils sont excellents, certains d'entre eux sont des maîtres pour moi. Mais on a eu cette occasion formidable de réunir des Sénégalais. Et quand je dis des Sénégalais, je parle de tous les Sénégalais qui ont une intelligence de notre passé, qui sont capables de pouvoir produire un discours cohérent, intelligible, scientifique sur l'histoire du Sénégal. On a réussi à les réunir. On les a réunis. Et quand je dis on les a réunis, vraiment, il faut me prendre au premier degré. Nous nous sommes tous réunis, toutes disciplines confondues, et on a défini une feuille de route ensemble. Si vous allez à l'histoire générale du Sénégal, il y a un immense, disons, tableau qui présente l'histoire du Sénégal des origines à nos jours. Je veux dire, de 300 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 2023. Oui, c'est assez et tous les spécialistes se sont réunis pour élaborer cette feuille de route. Donc cette feuille de route... Ce corpus, donc, il est... Absolument. Et dans cette feuille de route, chaque année, nous essayons de produire des pans, des problématiques, des aspects de cette histoire-là. La feuille de route est immense. Il y a une partie qui concerne l'archéologie,
Il y a une partie qui concerne l'histoire ancienne, une partie qui concerne la période intermédiaire et une partie qui concerne la période moderne et contemporaine. Mais c'est un champ immense. Et nous avons pu, malgré souvent des difficultés, parce que quand même, ce que les gens ignorent, c'est que, bon, on a quand même eu des traversées de désert. Hein, Absolument. parce que, bon, bref. Mais je crois que vous avez maintenant le soutien de nouvelles autorités. Absolument, absolument, absolument. Bon, on en est en point de, comment on dit, de bilan et d'évaluation, mais quand même, nous avons, le soutien des autorités ne nous a jamais fait défaut. Très bien. Et je pense que l'engagement du Premier ministre, quand même, est à saluer. Exactement. Très bien. Monsieur Falk, votre mot de la fin? Bon, ça a été un immense plaisir d'abord de parler histoire. Hein. Pour moi, c'est mon métier. Ça a aussi été un grand moment pour revenir sur ces moments extraordinaires que nous venons de vivre au détour de la commémoration du massacre de Thiaroye. Il y a eu une telle synergie, il y a eu un tel engouement, une telle mobilisation, non seulement de la communauté des historiens, mais aussi la communauté des artistes, des journalistes. Et vraiment, ça a été un grand moment de créativité, ça a été un grand moment de communion, ça a été un grand moment de recherche, parce que quand même, l'occasion nous a été donnée de faire l'état des lieux des connaissances sur Thiaroye et sur notre histoire. L'occasion aussi nous a été donnée de former des équipes de travail. Et c'est le meilleur legs de cette commémoration, d'avoir permis la mise sur pied d'équipes de recherche pluridisciplinaires, mais aussi d'équipes de recherche qui concernent tous les pays de la sous-région. Nous avons eu dans notre sein des collègues qui nous sont venus du Bénin, qui nous sont venus de Côte d'Ivoire, du Mali, etc. Donc, le moment de Thiaroye et le moment de sa commémoration, ça a été un moment historiographique extraordinaire, vraiment, qui a permis de jeter les bases d'une recherche pluridisciplinaire sur une question qui certainement se présente comme une des questions les plus importantes de notre histoire contemporaine. Très bien. Parce que c'est la césure de l'histoire coloniale. Très bien. Donc, une des questions les plus importantes de notre histoire. Je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc, chers téléspectateurs, nous voici donc au terme de notre émission. Et ça a été un grand plaisir de partager ce plateau avec M. Fall. Comme vous le voyez, il a parlé avec beaucoup de passion. Et quoi, nous vous donnons alors rendez-vous pour la prochaine fois. Merci.